en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses. On va découvrir ensemble l'histoire des ouvrières de la manufacture d'allumettes de Hull. Je suis sûre que c'est une histoire que vous ne connaissez peut-être pas, mais elle existe et on va en discuter avec l'autrice qui a travaillé sur ce beau projet-là. On va aussi s'entretenir sur discuter et découvrir ensemble un très beau projet qui est en rapport avec le domaine de la santé ici en Ontario. Ce projet-là s'appelle le Réseau à l'écoute. On va avoir plus de détails bien plus tard à l'émission. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi l'auteur Michel Vinet qui a écrit l'ouvrage Le Mal-aimant, paru aux éditions Interligne, qui est aussi nominé au prix Trillium 2022. Félicitations, on est très content pour vous, Michel. Et on veut parler de cet ouvrage-là, Le Mal-aimant. Moi, je vais commencer par demander pourquoi un titre pareil, Le Mal-aimant. C'est un adjectif ou un nom que j'ai inventé, simplement pour dire que parfois on aime bien et parfois on aime mal, et que dans ce petit livre, ce petit roman, ce conte, cette fable, mon personnage n'aime pas très bien. Alors pour vous, la différence entre aimer bien et aimer mal, c'est laquelle? Je crois que c'est la quête de tout être humain. Comment on fait pour aimer? Pour moi, ce personnage, c'est un peu un jeune Don Quichotte qui cherche à abattre des moulins. Puis pour lui, les moulins, ce sont les mots. Il veut écrire, puis on est incapable. Alors, son épée, c'est son crayon, bien sûr, ses stylos. Sa dulcinée, c'est Blanche, la femme qu'il aime. Alors, j'ai voulu faire un petit parallèle entre ce mythe, cette fable, ce conte de Cervantes, simplement pour dire que c'est tellement difficile d'aimer que parfois on le fait bien et parfois on le fait mal, mais que ça s'apprend à longueur de vie, c'est sûr. Mon conte est un petit peu désuéto moderne, mettons. Il dépasse les cadres habituels de la réalité, mais qui s'adresse à nous tous. Moi, je comprends qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, parce que souvent on pense que on aime une personne de la manière dont on devrait l'aimer, mais c'est pas comme ça que la personne le reçoit, parce que elle a une autre vision de comment recevoir l'amour, et souvent ça peut créer des mésententes, que ce soit en amitié, en famille et autres. Oui, c'est ça. Je crois que pour lui, cette quête est une quête initiatique, c'est un passage, c'est une quête de sublime, de beauté, de pureté de sentiments qu'il cherche. Et le faire avec un crayon, c'est la seule façon qu'il y arrive. L'écriture, c'est ça, un moyen de se définir lui-même. Et je crois qu'on peut pas aimer les autres si on ne comprend pas qui on est soi-même. C'est tellement fort, qu'est-ce que vous venez de dire là. Je suis d'accord avec vous, là, on ne peut pas aimer les autres sans apprendre à se connaître. Écoutez, la dernière fois qu'on a parlé, vous et moi, vous m'avez dit beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui m'a chicoté jusqu'à date, et je la pose toujours à plusieurs auteurs qui passent sur l'émission. Vous avez dit que vous ne cherchez pas à voir qui seront les personnages principaux de vos ouvrages, c'est eux qui se présentent à vous. J'ai dit, oh! Donc, comment Aurel, là, il s'est présenté à vous? Celui-là, c'est un personnage tout à fait spécial. Je suis comédienne aussi, et à un moment, je faisais un tournage pour TFO, je crois, et j'étais dans ma voiture, j'allais sur le plateau pour une semaine. C'était l'été, et tout à coup, dans ma voiture, j'ai senti une présence, je crois pas aux fantômes, c'est pas ça, là, du tout, là, mais j'ai senti une présence masculine dans mon auto et je savais que c'était un personnage. Alors, au lieu de rentrer à l'hôtel directement, j'ai trouvé un Dolorama, j'ai acheté 5 petits cahiers
Et puis, je suis allée prendre un verre de vin sur une terrasse. C'était l'été, il faisait beau. Et puis, je me suis dit, OK, là, je suis prête. Alors, j'ai commandé un verre de vin, j'ai ouvert un petit cahier blanc, et puis, j'ai tenu mon crayon et j'ai attendu. Je me suis dit, OK, vas-y, mon personnage, parle-moi, vas-y, t'es là, je suis là pour toi, parle-moi. Rien. Commande un autre verre de vin, oh, oh. À un moment donné, je me suis dit, OK, je peux pas le... Qu'est-ce que j'ai devant moi? Et devant moi, Claude, j'avais un cahier blanc. Et c'est ma première phrase. Un cahier blanc. Écoutez, Madame Je savais que ça venait... Je savais pas quel était son nom, ce personnage-là. Je vais vous garder avec moi, Madame Vinet, parce que ce que vous êtes en train de dire là est super intéressant. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je m'entretiens avec Pat Miller, styliste personnel pour hommes, investisseur immobilier. On parlerait de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue toujours notre belle discussion avec l'auteur Michel Vinet à propos de son roman Le Mal-aimant qui est en nomination au prix Trillium. Et Michel, avant la pause, on était en train de parler de comment Aurel s'est présenté à vous. Aurel qui est le personnage principal de l'ouvrage Le Mal-aimant. Et puis vous étiez en train de raconter une histoire intéressante. Vous avez senti une présence, vous saviez que le personnage était là, vous vous êtes posé, pris un cahier et il n'y avait plus rien qui sortait, il n'y avait pas d'écrit, vous n'avez pas de pensée. Oui, c'est ça, tout à fait. Je laissais la parole à mon personnage parce que j'avoue que je n'ai pas assez d'imagination pour inventer des grands personnages et des histoires mirobolantes. Je les laisse m'habiter, ces histoires et ces personnages, et c'est eux qui se racontent. J'avoue que ce sont ces personnages-là qui se racontent. Alors, c'est ça. Mon bel Aurel est là et je le sens, mais il est silencieux. Je tente de le convaincre, de lui tordre le bras pour, dis-moi ce que tu as à dire, je suis là, je suis disponible, je suis pour toi. Et rien ne se passait, comme je disais tout à l'heure. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai devant moi? C'était un cahier blanc, bien sûr. Alors, ça a été ma première phrase. Un cahier blanc. Je savais que pour moi, ça venait du cœur. Peut-être que pour lui aussi, ça venait du cœur. Alors, ma seconde phrase, c'est un cahier cœur tout blanc. Puis une fois que j'ai eu dit blanc, là, c'est parti toute seule. Ben, ça ne pouvait pas être bleu, ça ne pouvait pas être rouge, ça ne pouvait pas être vert, ça ne pouvait pas être jaune. L'histoire était déclenchée à partir d'un cahier blanc. Ça me fait penser que c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? On n'avait jamais vu ou on n'avait jamais discuté du mal-aimant sous cet angle-là parce que dans l'ouvrage, je vais dire que la thématique principale, c'est le syndrome de la page blanche. Et vous m'avez dit une fois que c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Donc, je me dis que lorsque vous avez vu qu'il n'y avait pas de mots qui venaient,
quand vous êtes assise, vous n'avez pas paniqué du coup? Oh non, je ne souffre pas du syndrome de la page blanche. Je sais quand une histoire m'habite ou veut se raconter, alors lorsque c'est le cas, je me rends disponible pour elle, c'est tout. Des fois, ben, ça a besoin un petit coup de coude. allez, mon beau personnage, parle-moi. Des fois, c'est ça, c'est nécessaire, comme un cahier blanc. Mais non, ce sont eux qui racontent leur histoire. Moi, je me rends disponible, c'est tout. Et puis, lorsque vous vous rendez disponible, il y a des moments où ce personnage-là n'apparaît pas dans votre énergie, on va dire. Donc, en ces moments-là, vous n'êtes pas stressé non plus? Comme, est-ce que j'aurai vraiment une suite à cette histoire-là? Non. Les personnages se révèlent, ils discutent avec moi, avec eux. Moi, des fois, je leur demande de ralentir un peu parce que je n'arrive pas à les suivre. C'est trop... Ils sont trop énervés, ils sont trop prêts à tout dire. Moi, je me prends mon crayon ou mon ordi pour taper. Alors, je leur demande de prendre leur temps. Mais non, c'est pas stressant du tout. Mais c'est immédiat. Je ne sais pas si ça, c'est un bon mot pour le décrire, pour décrire la situation, mais c'est pas stressant, mais c'est immédiat. Comme le prochain, qui est soumis à une maison d'édition, je l'ai fait durant la pandémie, et je me suis dit, peut-être que la pandémie va durer 1 mois, 2 mois, alors je vais écrire un petit peu. Bon, il y avait des personnages qui jouaient, et c'était matin, midi et soir. Matin, midi et soir, mais c'était pas stressant. Wow. C'était urgent. Je me dis aussi qu'il faudrait, en tant qu'auteur, parce que les auteurs sont vraiment des gens qui sont dans la création, il faut vraiment être connecté au moment présent. C'est comme ça qu'on l'appelle, au moment présent. Sinon, on ne va rien recevoir. Oh, je crois que vous avez raison, Claude. C'est de se rendre disponible en tout temps. C'est de se livrer, moi j'appelle ça, se livrer à cette impulsion, à cet appel qui nous apporte beaucoup de satisfaction, bien sûr. Ça fait pratiquement 1 année que Le Mal aimant est apparu aux éditions Interligne. Est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cet ouvrage-là? Écoutez, j'ai eu surtout avec Monsieur Yves Bergeras une critique du droit, j'ai eu de très belles conversations avec lui. Un très bel article est paru et il me racontait, grosso modo, je pense, il lisait des grands bouts du Mal aimant à ses amis, à ses rencontres par Internet, parce qu'à ce moment-là, c'était la pandémie. Alors, il faisait des conversations avec des gens et il disait, écoute, je vais te lire quelque chose, et il lisait des grandes pages de Le Mal aimant. Les critiques ont été très favorables. Les amis, les parents, la famille, tout ça, les lecteurs ont été très favorables, et je suis ravie de savoir que Le Mal aimant est finaliste au prix Trillium. Le problème avec ça, on n'écrit pas pour gagner des prix ou devenir finaliste. Faire ça, ce serait se fourvoyer, ce serait mal. Il ne faut jamais faire ça. Mais mes pauvres petits livres, hein, ils m'ont joué un tour, là. Hein? Ceci est le 4e. Ils ont tous été finalistes au prix Trillium. Bon, ben là, c'est pas de ma faute. C'est eux. On va dire merci aux personnages. C'est ça. Alors, j'espérais que le Mal aimant devienne finaliste aussi. Qui gagnera, on verra bien. Alors, mes 4 livres ont été finalistes, et il y en a un, jeudi novembre en 2012, a gagné le prix Trillium. Vous savez ce que nous, on va faire là? On va vous envoyer de très bonnes ondes pour pouvoir avoir le fameux prix Trillium. On vous envoie de bonnes ondes. Et puis, je sais que pour les différents résultats, ça va se faire sur Facebook Live le 21 juin 2022. Donc, on a encore quelques jours pour les gens qui veulent se connecter. Est-ce que vous n'êtes pas stressé, hein? Je pense pas. Pour les résultats, oui? Non, à la dernière minute, je sais, je me connais, parce que là, ça fait 4 fois. À la dernière minute, ça fait...
Mon père va fort. Mais je ne peux pas dire que je suis stressée. Non, j'ai réservé mon billet d'avion. Mon hôtel est réservé par Trillium. Alors, c'est une belle occasion de rencontrer d'autres auteurs, C'est vrai, oui. des animateurs, les gens de ce milieu. Ça me fait quelque chose de faire partie de ce milieu. C'est important pour moi. Merci. Mais pour l'amour de mon livre, oui. J'y vais pour mon livre. Merci beaucoup, Michel. On vous souhaite encore une fois bon succès et puis au plaisir de se reparler sur l'émission. Bonne journée. Merci, Claude. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer le Mal-aimant, ça sera au www.interligne.ca. Et puis, si vous voulez suivre l'actualité des prix Trillium, comme je l'ai dit, ça sera diffusé dans un Facebook Live le 21 juin 2022. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le site web des prix Trillium. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir un très beau projet qui concerne le domaine de la santé ici en Ontario, qui s'appelle le Réseau à l'écoute. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent d'eux. Je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du Réseau à l'écoute, la plus importante initiative de dialogue avec la communauté francophone concernant le domaine de la santé. Pour en parler, j'ai avec moi Mme Jacinthe Desaulniers, qui est la PDG du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, avec qui j'ai toujours le plaisir de discuter. Et Jacinthe, tout de suite en allant, là, j'aimerais qu'on rappelle aux gens, c'était quoi le but ou c'est quoi le but de ce beau projet-là, le Réseau à l'écoute? Oui, merci beaucoup. Donc, le but du Réseau à l'écoute, c'est qu'on sait que présentement, le système de santé est en transformation et vit, on pourrait dire, des moments difficiles avec la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc, ça devenait encore plus important pour le réseau qui a le mandat de conseiller le système de santé sur toutes les questions qui touchent les francophones, d'avoir accès en temps le plus réel possible là, à l'expérience des patients francophones, comment est-ce qu'ils vivent leur santé au quotidien, quel impact est-ce que la transformation a sur eux, quels sont les défis les plus significatifs, quelles sont les choses aussi qui fonctionnent bien. Et cette information-là nous permet alors de faire plusieurs choses. De donner des conseils qui sont pas uniquement basés sur les données probantes et la recherche qui est très important, mais aussi sur l'expérience vécue terrain. Ça nous permet aussi de donner de la rétroaction. Le réseau travaille avec plus de 74 membres corporatifs. Ce sont des fournisseurs de services qui livrent des services en français. Donc, ça nous permet de leur donner de la rétroaction sur l'expérience que vivent les francophones. Donc, ça nous permet vraiment d'être capable d'amener cette information-là
auprès des gens qui sont en mesure de s'en servir pour améliorer l'expérience de soins des francophones. J'aime beaucoup qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, parce que oui, vous avez 74 collaborateurs avec lesquels vous travaillez. Vous établissez des lois, vous proposez des changements, que ce soit à tous les différents paliers de gouvernement même, ou à ces collaborateurs-là. Mais d'un autre côté, il y a nous, la population, qui vivons la réalité de ces lois qui sont supposées être appliquées. Et plus tard, on va parler des différentes données que vous avez eues qui m'ont un peu choquée, mais il faut vraiment veiller à la loupe. C'est ça que je comprends. Absolument, absolument. Donc, tu sais, les lois, on a une bonne loi, puis elle a été revue récemment, la loi sur les services en français, mais vraiment le défi où, tu sais, on juge si une loi est bonne, pas juste par les textes législatifs, là, les avocats vont m'envoyer des mises en demeure, mais moi, comme citoyenne, je le juge sur comment est-ce qu'on a pris ces textes de loi-là, puis comment on les a vraiment mis en œuvre, puis comment je le vois, moi, je le vis au quotidien comme citoyen, citoyenne. Puis la santé, c'est très complexe. Oui. On sait, les gens parlent du système canadien, mais on n'a pas vraiment un système canadien. On a des systèmes dans chacune de nos provinces. Il y a beaucoup de besoins en santé. Les francophones sont une population minoritaire importante, mais certainement pas la seule population qui a des besoins de santé. Donc, c'est vraiment complexe pour les gouvernements de mettre en réalité une intention de loi, là. Comment vraiment mettre ça en œuvre pour que les francophones puissent le vivre au quotidien. Le système de santé, vous l'avez dit tantôt, il est en transformation, en constante même transformation, surtout après les 2 années qu'on a vécues. Là, il y a beaucoup de choses qui doivent et qui devraient changer. Ça me rappelle aussi que, je pense, la semaine passée, je parlais avec une représentante de la FARFO qui mentionnait que les personnes aînées demandent de plus en plus à rester à la maison. Mais si on demande à rester à la maison, il faut avoir aussi un service de qualité pour les accompagner s'ils veulent rester à la maison. Ça aussi, c'est un autre défi. Absolument. Puis, parce que vous parlez de ça, il y a eu une grande transformation au niveau des soins à domicile dans les dernières années. Et la gouvernance des soins à domicile a changé. C'est maintenant une agence centralisée provinciale et ses responsabilités quant au service en français, bien là, il y a un nouveau règlement qui a précisé ça encore une fois, mais là, ça va être encore la même chose. Comment on prend le règlement, puis qu'on s'assure que sur le terrain, c'est appliqué et ça donne les résultats escomptés. Et vous parlez on parle de transformation, c'est encore prévu que ces services-là vont encore transitionner de cette agence centrale-là aux équipes Santé Ontario. Fait que je veux pas me mêler les auditeurs, mais c'est juste pour dire que c'est en évolution constante. Oui. Puis, les données probantes, c'est important quand on essaie d'influencer les décideurs, mais une des grosses choses de la transformation, c'est d'être centré sur les patients. Donc, quand on arrive avec des données probantes, mais aussi un témoignage, des témoignages qui donnent une tendance que les gens, dans tous nos témoignages, voici ce qu'on voit. Ça parle fort aux décideurs parce que la raison que les gens s'impliquent en santé, c'est toujours des bonnes intentions. Là. C'est pour améliorer la santé des gens, faire une différence. Oui, c'est très vrai. Qu'est-ce que vous dites? Et puis, je me dis que c'est un gros, pas risque, je trouve pas le bon terme, mais je veux juste dire que le fait de pousser ce projet-là plus loin, ça va mettre les décideurs en face de la vraie réalité. Oui, on décide des affaires, mais est-ce que la population le reçoit comme vous l'avez décidé? Parce que c'est des témoignages, c'est des gens en temps réel qui auront reçu un mauvais ou un bon service qui vont faire un retour. Puis là, je pense que ça va créer un peu de mouvement. Oui, puis ça me fait penser à autre chose, parce que je disais, tu sais, tout à l'heure que, tu sais, il y a d'autres groupes aussi qui ont besoin de services. Puis les francophones, souvent, parce que plusieurs d'entre nous sommes bilingues, puis souvent on est bilingue pour le travail, là, fonctionnellement, pas personnellement, dans nos vies, etc. Il y a une perception que c'est moins pire, si je peux dire, pour les francophones de ne pas avoir un service en français.
parce que la majorité se débrouille en anglais, parce que ces témoignages-là sont essentiels, parce que les données de recherche nous le démontrent, que oui, les barrières linguistiques créent des enjeux de qualité et de sécurité, mais quand on l'entend de la bouche d'un patient, puis on est un professionnel de la santé, bien, ça nous parle encore plus ou ça vient renforcer le message. Puis je voudrais ici citer Sarah Bowen. Moi, ça m'avait tellement marqué. Une de ses études avait dit « Les francophones qui parlent un peu anglais sont encore plus à risque que d'autres populations, justement parce que les systèmes assument qu'ils sont capables, qu'ils comprennent assez pour se débrouiller. Donc, je vais expliquer le traitement, je vais pouvoir avoir un consentement éclairé, la personne comprend un peu. Mais quand je comprends un peu, puis que je suis vulnérable, puis je suis face à un diagnostic de cancer, j'ai une décision à prendre, je ne veux pas tester ma deuxième langue, là. Je veux vraiment comprendre, puis je veux prendre la bonne décision pour ma santé, là. Ouais. Écoutez, je vais vous garder avec moi parce que ce point-là, on pourrait en discuter pendant 2-3 minutes. Donc, on va prendre une pause et puis on va revenir dessus juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance, quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Une voix me rappelle toujours avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Comme la lumière dans un phare, bateau ne s'égare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du projet, le réseau à l'écoute, qui est un projet lancé par le réseau des services de santé en français de l'Ontario. Toujours avec nous pour en discuter, la présidente directrice générale, Madame Jacinthe Desaulniers. Et puis, avant la pause, vous avez dit quelque chose qui, moi, est venu me chercher. Parce que aujourd'hui, on va le dire aux gens qui nous regardent, à vous partager en primeur avec nous les différents résultats de ce projet-là, le réseau à l'écoute. Et vous avez dit que le fait d'être bilingue pour un francophone, comme de comprendre un peu anglais, les gens dans les services de santé prennent ça pour acquis. Et lorsque j'ai lu ça, ça m'a frustrée parce que j'ai vécu la même expérience. Donc, j'imaginais un peu une tante et une maman, c'était mon neveu qui était malade. On va dans un hôpital dont je tairai le nom pour une opération du bébé et puis on nous parle à peine français et puis tout le reste c'est en anglais, mais on pleure, on est paniqué, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit oui, ça c'est vrai. C'est frustrant pour les francophones. Oui, absolument. Mais puis oui, frustrant, mais plus significatif que ça ou encore, c'est que ça peut avoir des grands risques pour la santé. On peut se retrouver face à avoir à faire un consentement qu'on ne comprend pas. On peut pas respecter peut-être un plan de traitement qu'on nous a donné à la sortie de l'hôpital parce qu'on n'a pas compris. Alors, c'est vraiment l'impact sur la santé qui est inquiétant. J'aimerais dire aux gens que pour partager leur témoignage, c'est facile. Ils peuvent soit nous appeler ou ils peuvent aller sur notre site web et remplir un formulaire.
Même si vous remplissez le formulaire, on va communiquer avec vous pour voir si vous voulez en jaser plus pour être capable d'extraire le maximum là, de ces témoignages-là. Donc, j'inviterai les gens, je pense que vous allez le mettre à l'écran tantôt, à aller voir le site web, puis il y a plein d'informations, c'est bien documenté, des feuilles de questions-réponses, là, on va faire ça très personnalisé. Si vous ne voulez pas le faire via l'ordinateur, c'est parfait, on le fait au téléphone. Et puis, il faudrait dire aux gens qui nous regardent que ça reste confidentiel. Donc, n'ayez pas peur là de parler de qu'est-ce que vous avez vécu parce que ça peut aider à améliorer le système de santé. Je pense que souvent, ça effraie les gens. « Oh, je vais en parler et puis c'est mon nom qui sera affiché en avant. » Non, non, non. Non, c'est absolument confidentiel. Et puis, ce qu'on s'engage à faire, par contre, c'est un retour à la communauté, mais ça va être de façon agrégée. On va aussi utiliser des exemples, mais on va tout dépersonnaliser, tout enlever les informations, même pour les petites communautés. On ne parlera pas des communautés spécifiquement pour pas que les gens puissent se reconnaître. Là. Ça, c'est vraiment important pour nous. Le seul temps, il est arrivé une fois dans nos témoignages qu'une personne nous a demandé d'intervenir pour l'aider à naviguer les systèmes de santé. Donc, avec cette demande-là, mais c'était vraiment une exception, là, c'est pas l'intention, c'est confidentiel. Puis, parlant de retour à la communauté, j'ai envie de vous dire qu'on a lancé l'initiative en douce, tout doucement, et on a déjà reçu 10 témoignages. Ces témoignages sont tellement riches qu'ils nous informent sur 24 expériences de soins. Wow. C'est partout sur le territoire du réseau. C'est sûr que les témoignages viennent principalement des hôpitaux, mais on en a de d'autres secteurs, les soins primaires, la santé mentale, on a aussi eu la santé publique. Et aussi, les âges sont très variés parce que j'aimerais rappeler, tantôt vous avez parlé de votre neveu, donc on reçoit les témoignages des patients, mais aussi des proches aidants. Donc, si vous aidez un parent ou si vous aidez un enfant, une tante, un oncle, ça aussi, c'est recevable là, de notre côté. L'idée, c'est d'avoir le plus d'expérience possible pour bien comprendre ce qui se passe et bien informer. J'ai vraiment apprécié qu'on puisse inclure dans tout ce processus, pas seulement les patients, mais par exemple, les personnes qui accompagnent les personnes aînées, tous ces gens-là. Donc, c'est super important là, pour les gens qui regardent de faire un tour sur le site web du réseau. Et puis, comme vous l'avez mentionné, là, ces informations-là, vous n'allez pas les garder pour vous. C'est pour vraiment faire bouger les choses dans le domaine de la santé, mais éventuellement, si les gens de la communauté aimerait avoir accès à ça, je pense que c'est possible. Oui, c'est-à-dire qu'on va faire un rapport, là, c'est tout nouveau, mais déjà, on a notre AGA qui s'en vient, j'en profite pour en parler un petit peu, c'est le 23 juin à 16h et vos éditeurs sont la bienvenue. S'ils ne sont pas membres du réseau, ils peuvent quand même y participer. Ils n'auront juste pas le droit de vote sur les résolutions, mais qui sait, ça leur donnera peut-être le goût de devenir membre en bonne et due forme du réseau. Et lors de cette rencontre-là, on va vous parler de nos résultats de la dernière année. Vous allez en apprendre plus sur le réseau, sur ce qui se passe dans le système de la santé. Et on va faire un petit rapport à la communauté sur l'initiative. Je dis un petit parce que ça n'a pas été lancé officiellement encore. On a fait un lancement en douce. Maintenant qu'on a bien appris de notre expérience, on lance officiellement le 23 juin à l'AGA et l'année prochaine, au plus tard, il y aura un rapport beaucoup plus détaillé sur les expériences qu'on a reçues. Comme je dis encore une fois, de façon agrégée, mais aussi, moi, je voudrais que ça se rende, ce rapport-là, à « et voici ce que ça a permis de changer dans le système de la santé ». Merci. C'est ça notre objectif ultime. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est bon de le mentionner là. Puis moi, je veux savoir, puisque vous avez 74 collaborateurs un peu partout en Ontario, est-ce que, parce qu'un patient qui vient à l'hôpital, il finit son affaire, il est tout de suite préoccupé à comment je vais rentrer à la maison. Est-ce que vous avez des partenaires dans ces différents hôpitaux là ou même différents lieux de services de santé pour pouvoir rappeler aux patients, il faudrait répondre à ce lien-là, à ce sondage-là? Oui, c'est bien que vous le mentionnez. On a partagé l'initiative avec tous nos membres corporatifs, puis avec une trousse promotionnelle. Puis, entre autres, la nouvelle équipe Santé Ottawa-Est s'est montrée très réceptive et voulait absolument pouvoir justement encourager leurs patients à participer à ceci. Puis, c'est pas une initiative
pilote, c'est une initiative qui est là pour rester. Donc, on sait, j'apprécie beaucoup l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Il va falloir faire la promotion ou l'information sur ce processus-là en continu et non bien l'intention de le faire. Bien, nous, on est là pour vous accueillir là, parce que je sais que ça va donner de très bons résultats. Le système de santé en a besoin. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir partagé ces informations et les informations des résultats en primeur avec nous. Et puis, on va inviter tout le monde à vous rejoindre à l'AGA ce 23 juin. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous à la maison, pour pouvoir répondre à ce sondage-là qui va aider à améliorer le système de santé, www.rssfe.on.ca. C'est le site web du réseau et là, vous pourriez avoir accès au projet Le Réseau à l'écoute pour pouvoir donner vos informations en temps réel. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais discuter avec l'auteure Kathleen Durocher pour sortir les allumetières de l'ombre, qui est un ouvrage qui a paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté et que ça sert. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui m'avise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour sortir les allumetières de l'ombre, un ouvrage de Kathleen Durocher paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Et Kathleen, très sincèrement, j'avais hâte de parler avec vous aujourd'hui à l'émission par rapport à cet ouvrage-là. Et tout de suite en allant, j'aimerais vous demander pourquoi vous êtes intéressée à ces femmes-là. Vraiment commencé à l'automne 2016 lorsque je me cherchais un sujet pour ma maîtrise en histoire qui touchait à la fois l'histoire des femmes puis à l'histoire des classes ouvrières. Puis bon, ayant grandi dans la région, j'ai toujours un peu entendu le nom d'Allumetière ici et là, notamment à cause du boulevard. Puis bon, en discutant avec mon directeur à l'époque, on a fini par décider que ça serait un bon sujet. Puis dans le fond, on connaît beaucoup leurs noms, mais on ne connaissait pas beaucoup les femmes qui se cachaient derrière l'appellation. C'est un peu comme ça que ça a commencé, tout ça. On va dire que depuis 2016, vous êtes tombée, on va dire comme ça, en amour avec je veux dire, la force de ces femmes-là, parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure de l'ouvrage. Mais il y a eu des difficultés pour pouvoir arriver à cet ouvrage-là, parce que vous avez vraiment dû chercher beaucoup, faire beaucoup de recherches afin de trouver des informations sur ces dames-là. Oui, absolument. Au niveau des documents qui ont été laissés, documents d'époque, il y a très peu de choses. Je m'y attendais déjà au début, mais je ne m'attendais pas à ce point à ce qu'elles soient effacées des documents historiques. Puis, dans le fond, ça a vraiment été d'aller chercher un peu partout, puis d'essayer de juste déjà trouver des mentions des travailleuses, d'aller chercher dans les recensements et tout ça, d'aller trouver des noms de travailleuses aussi, de ne pas juste les appeler les allumetières, mais trouver c'est qui occupait cet emploi-là. Puis ça a vraiment...
ça a fini par se structurer à force d'avoir trouvé des documents, mais vraiment, c'était un peu... c'est de tracer les liens entre les sources, puis d'essayer de remplir les vides aussi de chaque documentation, puisque, bon, à l'époque, contrairement aux grands personnages masculins ou féminins, on leur accordait pas beaucoup d'importance, puis on pensait pas à la fin du 19e siècle, début 20e, qu'on s'intéresserait à elles un jour, puis qu'on écrirait des livres sur leur sujet. Que Kathleen pourrait s'intéresser à elle, c'est ça. Et puis, je pense que plus on fait des recherches sur des sujets qui nous passionnent, plus peut-être les personnes ou les histoires concernant ces personnes vont se révéler à nous. Et puis, Kathleen, j'ai pu voir, parce que j'ai eu accès au lien de l'ouvrage, j'ai pu voir que la préface a été faite par Michel Prévost, qui, on le sait, est l'un des gardiens de l'histoire de l'Outaouais. Puis quand j'ai lu la préface, je me suis dit, ça donne vraiment le goût de lire parce qu'on voit déjà comment de fois des gens peuvent être oubliés, mais en même temps qui jouent un rôle important à cette époque-là. Oui, absolument. Puis je suis évidemment très contente que M. Prévost ait accepté d'écrire la préface parce que bon, la bourse qu'il offre pour les études régionales à l'Université d'Ottawa, ça a été une des choses qui m'a convaincue de travailler sur le sujet quand même. Donc, vraiment, c'est un peu ce qui m'a étonnée au début de ma recherche, c'est à quel point on les connaît, mais on les connaît pas. Mais qu'ils ont quand même réussi, bon, surtout grâce à leur grève, de rester dans la mémoire collective puis d'être présente lorsqu'on voit des petits trucs faits par la ville de Gatineau, peu importe sur l'histoire de la ville ou de la région, mais elles sont toujours là. Donc, elles ont quand même réussi à garder une petite place, même si c'est peut-être très minime, puis on ne savait pas grand-chose, dans le fond, sur elles. Alors, vous avez posé la question tantôt, et je suppose que les gens ont aussi envie de savoir qui étaient réellement ces dames-là. Donc, déjà, avant de répondre peut-être à la question, lorsque j'ai commencé ma recherche, j'étais un peu confrontée à deux stéréotypes des allumetières qui ressortaient tout le temps. Donc, soit les petites filles aux allumettes, un peu comme dans l'histoire de la marchande d'allumettes, des travailleuses qui seraient exploitées, c'était des jeunes filles, elles travaillaient des heures épouvantables avec des très bas salaires. Puis l'autre stéréotype était un peu celui que est venu symboliser Donald Charron, la porte-parole du syndicat, des allumetières, donc ces femmes grévistes qui ont fait leur marque dans l'histoire avec leur lutte. Donc, c'est un peu des stéréotypes opposés aussi. Donc, j'ai voulu aller chercher où est-ce qu'elles se trouvaient entre ces deux images-là. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que les allumetières, ce sont principalement des jeunes filles ou des jeunes femmes célibataires qui ont 15 à 20 ans, donc des adolescentes. Elles sont canadiennes-françaises pour la plupart. Elles habitent dans les quartiers ouvriers de Hull, quoi qu'il y en a peut-être dans la basse ville d'Ottawa, même si j'en ai pas trouvé, ça reste une possibilité. Puis elles sont, pour la très très vaste majorité, célibataires, puis elles habitent avec leurs parents, ce qui est un peu, c'est pas très surprenant puisque c'était ces filles et femmes-là qu'on cherchait principalement à embaucher dans les industries comme les manufactures d'allumettes. Donc vraiment, ce sont des jeunes adolescentes ou des jeunes femmes de la classe ouvrière qui sont francophones, qui habitent avec leurs parents, mais que leurs familles ont besoin de leur salaire pour survivre. Et quand on parle de salaire pour survivre, là, on peut le voir au fur et à mesure qu'on feuillette le livre, bien, c'était pas grand montant d'argent. Non, vraiment pas. À l'époque, les femmes sont souvent payées la moitié du salaire des hommes, ou plus bas. Et le travail d'allumetière est très mal rémunéré. Elles sont payées à la pièce déjà, hein, donc le nombre de boîtes qu'elles remplissent d'allumettes, ça l'équivaut à un montant d'argent qu'on leur offre au fin de la journée. Puis bon, il faut dire qu'elles travaillent de très longues heures. Elles travaillent 9 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Et bon, ce salaire-là, il contribue néanmoins à la survie familiale du fait que les salaires masculins dans la ville sont tout de même très bas. Ils sont plus hauts que ceux des femmes, mais ils sont quand même très, très bas. Et ils ne sont pas suffisants pour faire vivre des familles de 6, 7 enfants, surtout lorsqu'il y a des hauts et des bas dans l'économie. Donc, le travail de ces jeunes filles-là, même s'il rapporte très peu, il est nécessaire. Puis, c'est encore plus vrai pour les familles où il n'y a pas de père pourvoyeur, si on peut appeler ça comme ça, où il n'y a pas de père de famille qui gagne un bon salaire, soit dans des ménages où la mère est veuve, où le père n'a pas de revenus parce qu'il y a eu un accident de travail, ou différentes conditions comme ça qui rend le salaire
aussi maigre soit-il, de ces travailleuses essentielles. Ça m'a fait penser quand j'ai vu la partie où est-ce qu'on parlait de leur statut matrimonial. Là, je me suis dit, c'est un peu la vision que les gens de cette époque-là avaient, comme une femme qui est mariée, elle doit juste rester à la maison, s'occuper. Je me suis dit, peut-être que c'est la raison pour laquelle ils cherchaient juste des jeunes filles, et puis en particulier des jeunes filles célibataires. Oui, absolument. Il y a une question d'acceptabilité sociale. Le travail des jeunes filles qui sont pas trop jeunes, mais pas encore mariées, et surtout pas encore mères, est le seul travail qui est vraiment considéré comme acceptable. Sinon, ce sont les veuves qui ont plus d'enfants à charge et qui ont vraiment besoin de travailler. Puis les employeurs, ils ont cette idéologie-là, donc ils vont aller chercher les jeunes filles. Toutefois, elles sont pas seules. Il y a quand même, ils sont très, très peu, mais il y a quelques femmes plus âgées qui ont des enfants, soit qu'elles sont veuves ou, des fois, elles sont sans mari, on sait pas trop où est-ce qu'il est disparu, qui ont pas le choix d'aller travailler. Donc, c'est vraiment en extrême nécessité qu'elles quittent le foyer parce que normalement, les femmes mariées, elles vont avoir un emploi rémunéré. Alors, certaines vont avoir un emploi rémunéré, mais ça va être un emploi à la maison. Elles vont faire du lavage pour d'autres familles, elles vont faire du ménage. Puis même pour les jeunes filles célibataires, quitter le foyer familial, quitter la maison privée, c'est du moins idéologiquement vu comme non désirable. On préfère qu'elles travaillent à la maison. Le hic, c'est que le travail à la maison paye beaucoup moins. Déjà, les salaires sont bas à l'usine, mais les travails à la maison sont encore plus bas. Donc, on préfère les envoyer à l'usine parce que ça rapporte tout de même un petit peu plus. Kathleen, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler de ce bel ouvrage, pour sortir les allumettières de l'ombre. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, croissant caché dans ce nuage de neige. Elle joue au sortilège, il aimerait l'embrasser. Avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On fait un peu l'histoire des allumettières de Hull. Donc, l'ouvrage pour sortir les allumettières de l'ombre de l'auteur Kathleen Durocher, avec qui il me fait plaisir de parler parce que c'est donné un mandat, celui de nous faire connaître ces dames-là qui ont joué un rôle important pour cette région-là. Et puis là, on voulait parler des réalités du travail parce que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mentionner, surtout en rapport avec le phosphore blanc. Le travail, en plus d'être mal rémunéré, c'est une industrie qu'on va dire insalubre. Donc, il y a des problèmes avec l'environnement dans lequel les travailleuses se trouvent. Puis en plus de la chaleur, du manque de ventilation, de la poussière et tout ça, on trouve des agents chimiques qui servent à fabriquer les allumettes, le bout inflammable. Et à l'époque, on utilise le phosphore blanc, qu'on n'utilise plus aujourd'hui dans les allumettes. Et le phosphore blanc, ce que ça l'amenait, c'est qu'on pouvait partir l'allumette un peu sur n'importe quelle surface rugueuse. Donc, on pouvait juste en mettre dans ses poches, puis partir pour la journée
à une époque où il n'y a pas d'électricité, c'était très pratique. Le phosphore blanc, néanmoins, on se rend compte très rapidement dès son introduction dans l'industrie, c'est qu'il est très poison et qu'il cause des problèmes de santé graves chez de nombreux travailleurs et travailleuses. Notamment, le plus grave de ces mâles, c'est vraiment la nécrose maxillaire. Donc, le phosphore blanc émane des vapeurs qui vont s'infiltrer dans les caries, les petites ouvertures dans les gencives et va venir attaquer la dentition puis la mâchoire. La nécrose maxillaire, c'est une forme de cancer de l'os, va vraiment venir détruire l'os, va causer des problèmes de santé très graves pour ces travailleuses-là. Ils vont perdre leur mâchoire, vont perdre leurs dents. Mais aussi, le phosphore est un poison. Il y a beaucoup de cas d'empoisonnement, notamment parce qu'elles avaient souvent du phosphore sur les mains, se rongeaient les ongles ou mangeaient sans se laver les mains juste avant et s'empoisonnaient avec la substance chimique. Puis encore une fois, les résultats sur leur santé sont assez graves. Certaines s'en remettent, vont s'en remettre défigurées pour celles qui perdent leur mâchoire, mais nombreuses aussi vont décéder de cette maladie-là. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, par rapport au phosphore blanc, là, j'ai vu il avait été interdit dans d'autres pays, mais au Canada, ça s'est fait bien plus tard après. Oui, le Canada est presque bon dernier dans l'interdiction du phosphore blanc. Ça commence en Europe très tôt, dès les années 1870, donc à peu près 30-40 ans après qu'on introduise la substance. Mais le Canada va vraiment attendre que tout le monde l'interdise du fait qu'elle a peur de la compétition entre les États, qu'on fasse rentrer des allumettes de contrebande de phosphore blanc parce que les gens les préféraient. Elles étaient plus pratiques que les allumettes de phosphore rouge, l'autre alternative qu'on a toujours aujourd'hui. Ces allumettes, il faut partir après une petite boîte avec la bande rugueuse qui s'y trouve. Donc, le Canada va vraiment attendre que non seulement les pays européens du continent, que la Grande-Bretagne, mais aussi que les États-Unis l'interdisent. Donc, vraiment, puis on le voit dans les débats parlementaires, qui est le dernier des pays occidentaux à l'interdire, rendu en 1914. Puis, il est interdit en 1914, mais la vente va continuer jusqu'en 1917. Donc, on va quand même étirer le plus longtemps possible avant de l'interdire complètement. Et là, ils ont vraiment souffert à leur époque, là. Et puis, là, on va parler maintenant de ce volet grève, là, parce qu'arrivé un moment, il y a une certaine révolte. Et puis, quand je lisais ce bout-là concernant la révolte, ça m'a fait penser, je ne sais pas si les gens savent exactement de quoi je parle, c'est sur Netflix, le film qui s'appelle « Les opératrices de téléphone ». J'ai tout de suite pensé à ça. Je dis, OK, à cette époque-là, les femmes, elles prenaient en main leur vie. Et puis, j'aime ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une grève éclate? Dans le fond, on se trouve au lendemain de la Première Guerre mondiale. La situation de la classe ouvrière, généralement, au pays, n'est pas excellente. L'inflation commence tôt. On s'en va, après tout, vers la Grande Dépression. Puis, leur situation économique ne s'améliore pas malgré une prospérité qu'on voit au pays. Puis, il va y avoir beaucoup de révoltes. On pense à la grève générale de Winnipeg en 1919, mais ça va aussi venir affecter à Hull, les femmes qui sont syndiquées depuis très récemment, 1918, avec un syndicat catholique qui est vraiment, avec sa doctrine qui sépare les hommes et les femmes dans leur syndicat. Puis, ce qui se passe, c'est que la ABAD, leur employeur, va décider de changer leur horaire de travail. Elles vont finir de travailler beaucoup plus tard. Ça va accélérer aussi leur production sans augmenter leur salaire. Et elles vont faire appel à leur nouveau syndicat pour aller négocier. La ABAD va décider que ça lui tente pas trop de négocier et va faire un lockout. Les ouvrières vont tout de même continuer à faire leurs demandes et la compagnie, ça c'est mon hypothèse, mais en voyant ce qui se passe à travers le pays avec la grève de Winnipeg et tout ça, va décider d'aller négocier parce qu'elle ne souhaite pas avoir des émeutes dans sa manufacture et va accorder aux ouvrières la plupart de leurs demandes. Et puis, ce moment-là est important non seulement pour les travailleuses, mais aussi pour les syndicats catholiques et pour les femmes syndiquées à l'intérieur du Canada français, du fait que c'est la première vraie victoire qu'on voit d'un syndicat catholique, puis encore plus d'un syndicat féminin. Ce qui va laisser un peu les allumettières vont devenir l'exemple à suivre, non seulement dans la région, mais aussi à travers le Québec par la suite.
Il va nous rester seulement 45 secondes avant la fin de notre entrevue. Puis je vois qu'après ça, il y a vraiment eu la création du boulevard des Allumettières qui rappelle un peu, pas totalement, mais qui rappelle un peu ce que les femmes là ont fait à cette époque. Oui, absolument. Ça a surtout servi à ramener un peu dans la mémoire collective de façon plus importante les travailleuses. Puis c'était un des objectifs du comité de toponymie en choisissant ce nom-là. C'était de faire la promotion de l'histoire locale, la promotion de l'histoire des femmes. Bon, on a très peu de toponymes qui ont des noms féminins, donc c'était déjà ça. Ça l'a plus ou moins levé. On s'est plus ou moins intéressé à elle par la suite, mais là, ça se fait un peu plus. Bien, écoutez, Kathleen, merci beaucoup d'avoir partagé cette belle histoire avec vous. Au moins, grâce à vous, on pourra avoir l'histoire réelle de ces dames-là. Et puis, on va inviter les gens à visiter le www.presseyouottawa.ca pour se procurer l'ouvrage de l'auteure Kathleen Durocher intitulé « Pour sortir les allumettières de l'ombre ». On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste vous rappeler qu'aujourd'hui, on a discuté avec la présidente directrice générale du réseau de soutien des services de français de l'Est de l'Ontario. Et aujourd'hui, elle nous parlait du projet Le Réseau à l'écoute. Le Réseau à l'écoute est un projet qui concerne le domaine de la santé. Si vous avez été dans un hôpital, si vous avez été n'importe où, en tout cas qui concerne le domaine de la santé, et que vous avez envie de faire un retour, c'est à ce site web là que vous devez aller, www.rssfe.on.ca, pour pouvoir donner votre rétroaction concernant le service en français que vous avez reçu. J'aimerais aussi mentionner que j'ai parlé avec Michel Vinet, auteur de l'ouvrage Le Mal-aimant, qui est nominé au prix Trillium. Et pour pouvoir suivre cette soirée là où est-ce qu'ils vont remettre des prix à des auteurs de la région, ça sera sur le Facebook Live. Vous pouvez avoir accès à ça le 21 juin, je pense, en soirée. Écoutez, moi, je suis habillée aujourd'hui par Stéphanie Davis Design. Et demain, à partir de 11h, on va parler de beaucoup de choses. On va parler du nouveau documentaire intitulé Canada de Immigrant Story avec le producteur Christian Caja. On va aussi discuter avec Rachel Gouin et plein d'autres choses. À demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto.
pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois?